Bonsoir à tous. Nous n'allons pas déroger à notre tradition, donc nous allons présenter notre émission Tanama ce soir. Tanama est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous y évoquons l'âme, l'esprit, la transformation, le changement, à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement, la transformation avec positivité, en apportant information, conseils, solutions, onguents, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. Cette émission est tout public et vous est proposée par Uma Sawabona en collaboration avec son partenaire historique Amalgame Humanis, association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations et les violences, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voix arc-en-ciel à l'adresse des personnes LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, nous sommes donc à la galerie Lars Ammel, en direct. Nous sommes au cœur de l'exposition Immensities Womb Livities, donc au sujet donc l'exposition du festival Cris de Femmes. Et donc nous accueillons aujourd'hui des femmes, un homme, qui vont parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui donc nous a mobilisés pour ce festival. Donc à regarder les femmes se mouvoir d'une rue à l'autre, arpenter les allées, attendre l'arrivée d'une amie, par exemple, au coin de la rue, aller venir le soir après des soirées bien arrosées entre amis, en famille, ou encore se rendre à des manifestations où la foule est mixte, est tumultueuse, sulfureuse. Parfois, on se dit que pour les femmes, chez nous, tout va bien. Les espaces publics, elles connaissent, elles maîtrisent, même pas peur. Toutes mesures gardées, les femmes ne sont pas maîtresses de ces espaces qu'elles traversent et occupent occasionnellement, sur invitation ou incitation à la consommation, parce qu'elles sont consommatrices de tous les produits qui leur sont dédiés, voire plus. Cela signifie-t-il que la violence n'a pas droit de cité ou n'est plus ancrée dans la cité ? Rappelons-nous d'ailleurs, par exemple, l'actualité internationale. Entre décembre 2010 et décembre 2012, il y a presque 11 ans maintenant, des vagues de contestation populaire, on appelait ça les printemps arabes. Ce sont des jeunesses mixtes, des hommes, des femmes qui sont dans la rue, qui protestent contre les gouvernements. Et pourtant, ces mêmes femmes qui protestent sont victimes du patriarcat dans cet espace public. Un espace qui ne leur est pas dédié, qui ne leur est pas réservé. Là où la liberté souffle, là où elle milite, les mêmes limites leur sont imposées. Encore et toujours. Sur le spectre des violences de genre, nos territoires sembleraient plutôt bien lotis. En effet, sous administration française, nous sommes assujettis aux mêmes problématiques, ou presque, et nous sommes protégés par les mêmes lois. Toutefois, nous sommes d'une région dont les variables institutionnelles, les contrastes gouvernementaux induisent des disparités, des différences extrêmes parfois, entre les conditions de vie des femmes d'un territoire à l'autre de la Caraïbe. Partout, pourtant, les femmes vous diront que dans les rues, elles ne sont pas en sécurité. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Donc Francisca Amorim, qui est directrice de l'association ILIA, qui est sise à la rue Raspail Carénage, et sa coordinatrice Aloha Célin. Nous aurons également Prisca Claude Cadet, qui est formatrice en droits humains en Haïti. Nous aurons Gétro Charpentier, association Fausse Rêve, en Haïti également, et Darlene Gilles, comédienne, qui donc nous a interprété une très belle pièce hier, donc dans le cadre du festival Cris de Femmes. Donc je vais commencer avec mes invités. Donc Aloha et Francisca, donc pouvez-vous vous présenter succinctement ? Bonsoir Stéphanie, donc moi je suis Francisca Amorim, je suis cofondatrice avec Aloha et aujourd'hui directrice de l'association ILIA. Je vais laisser peut-être Aloha expliquer un peu l'association. Donc bonjour Stéphanie, donc Aloha Célin, coordinatrice au sein de l'association, et comme l'a déjà dit Francisca, on l'a cofondée. Donc c'est une association qui existe depuis 5 ans maintenant,
qu'on a créée toutes les deux en 2018 suite à une formation autour de la création en ESS d'entreprise. Et c'est une association de médiation socio-culturelle qui a pas mal évolué en termes de mission. À ses débuts, une des missions principales était la sauvegarde de la mémoire, et toujours la sauvegarde de la mémoire des aînés. Entre-temps, à Pointe-à-Pitre, toujours. Entre-temps, le fait de s'impliquer, de s'engager à Pointe-à-Pitre, on a évolué et aujourd'hui, on a un tiers-lieu à rue Raspail où on accompagne les habitants dans leurs projets professionnels et personnels. Très bien. Donc, le sujet que nous abordons ce soir, donc on parle des violences. Pardon. Oui, j'ai la bronchite, hein, comme tout le monde. Le harcèlement de rue, le stalking, le viol. On va voir une photo déjà, une femme dans l'espace public. Est-ce que c'est une image qui nous parle? Qu'est-ce qu'elle évoquerait, cette photo? Alors, il faut savoir qu'avant d'ouvrir le tiers-lieu en novembre 2021, nous étions dans les rues de Pointe-à-Pitre tout le temps, puisque nous n'avions pas de local pour l'association, ce qui fait que on a vraiment vécu cette expérience d'être des femmes vulnérables dans l'espace urbain constamment. Donc, cette image, en tout cas à Pointe-à-Pitre, j'avoue que c'est pas toujours évident de se positionner au centre. Au contraire, on essaye au maximum de ne pas être vue, d'être discrète pour qu'on n'aille pas à vivre, à avoir cette attention sur nous dans les rues. Aloha. Je pense qu'il y a une grande expression de la solitude des femmes, puisque moi je fais partie de ces femmes qui ont vécu pas mal de violences dans les rues, même adolescentes, et qui banalisaient ça sous couvert d'une traditionnalité dans l'intimité toute guadeloupéenne. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on fonctionne, je dois accepter ça. Et c'est l'accumulation de violences qui a participé, plus ma rencontre avec des personnes telles que Francisca, qui a participé à ce que je déconstruise mon regard sur ça. Et c'est le fait aussi d'être à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que ces violences dans l'espace public, en étant dans un espace urbain, à Pointe-à-Pitre, ne cesse en fait d'être accrue et participe à un grand sentiment de solitude parce que quand on parle à une autre femme ou à un autre homme, mais c'est normal, tu es désirable, c'est bien, on te valorise, oh c'est rien, oh c'est un détail, ce n'est pas du tout connoté, encore moins en Guadeloupe, comme quelque chose qui est censé nous faire souffrir. Donc comment parler de la souffrance et comment se retrouver même en tant que femme dans des groupes de femmes pour l'exprimer librement sans être associé à « tu n'es pas une bonne Guadeloupéenne ». Alors là, on parle du phénomène qu'on appelle le harcèlement de rue, donc qui a quand même déjà fait l'objet de beaucoup de campagnes dans l'Hexagone, etc. Il est vrai que chez nous, on n'en parle pas. Donc c'est l'occasion en fait ce soir d'en parler. Donc on va voir une petite vignette sur le street harassment, on dit ça en anglais, qui est considéré comme une des violences de genre les moins abordées, qui n'est peut-être pas considérée comme une forme de violence. Donc on va voir, donc ça c'est une étude qui a été menée justement sur le harcèlement de rue. L'objectif était donc de faire un bilan de la magnitude en fait du problème du harcèlement de rue expérimenté par des jeunes filles adolescentes et des jeunes femmes, évaluer notamment les conséquences et identifier les types de soutien social disponibles pour ces jeunes femmes, pour les victimes. Et donc les résultats qu'on va avoir en fait de cette étude, donc on va voir la vignette suivante. Donc sur la vignette suivante, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a ? Donc on se rend compte finalement que ce n'est pas une forme de violence, et comme on disait, voilà, qui est banalisée. Les participants ont rapporté, donc c'est en anglais, hein, donc je vais traduire, les formes suivantes de harcèlement de rue par des hommes étrangers. Par exemple, être touché, donc 51%, donc de manière délibérée. On fait des commentaires sur les femmes. Être suivi, stalk, c'est suivi, mais ça peut être aussi le harcèlement téléphonique, c'est ce qu'on appelle stalking en anglais. Être poussé, être menacé. Donc de tels comportements, la conséquence en fait, c'est une certaine humiliation, elles ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, elles perdent d'appétit, des problèmes avec le sommeil. Donc on voit quand même que ce sont des comportements qui ont des conséquences en fait sur le bien-être
quotidien justement des femmes, des jeunes filles aussi, parce que c'est un phénomène qui commence quand même suffisamment tôt, dès l'adolescence. Je pense que c'est assez symbolique de dire qu'il y a quelques jours à Loa, avec des élèves du collège Michelet, en train d'imaginer la ville parfaite, avec 6 collégiennes, leur ville parfaite, c'était sans hommes. Donc, des enfants de 11 ans. Donc, c'est vraiment des enfants. Je pense que tu pourras peut-être un peu plus parler. Alors, c'est des élèves du collège Carnot. Et effectivement, on était en train de déceler les choses négatives et positives qu'elle vivait à Pointe-à-Pitre. Et une des choses négatives qu'elle pointait du doigt, c'était tous ces hommes qui venaient leur parler et qu'elles ne comprenaient pas forcément, en fait. Elles ont 11 ans, donc elles n'ont pas forcément des références, des fois, à certains propos, à certains commentaires. Et il y a eu une longue conversation sur ça. Puis après, on a dû dresser une carte parfaite de comment serait la ville de Pointe-à-Pitre. Et un des premiers arguments, une ville sans hommes adultes. Et ça montre qu'elles sont jeunes, donc ce n'est pas seulement un harcèlement vis-à-vis des femmes, oui, mais vis-à-vis des mineurs. Exactement, vis-à-vis des mineurs. Et je pense que, en tout cas, nous, on le vit encore tous les jours. Il faut dire que dans les quartiers, on se sent quand même plutôt protégé parce qu'il y a un grand sentiment de communauté. On sent quand même que les hommes font attention du fait qu'on appartient au quartier Raspail, même si on est toujours harcelé par d'autres hommes extérieurs. Mais toutes ces choses-là qui étaient décrites, on les vit presque tous les jours. Aujourd'hui, je suis véhiculée, mais quand on n'est pas véhiculée en tant que femme en Guadeloupe, on s'expose, notre corps, on a l'impression qu'il est au service des hommes, on est obligé de leur dire bonjour. Donc vous imaginez bien, on est pressé des fois et on doit avoir des discussions forcées, sinon on risque de se faire agresser. Donc c'est vrai que ça m'étonne quand même ce chiffre, je dirais que c'est presque toutes les femmes, mais effectivement le fait de normaliser ça, pour nous, pendant longtemps, le fait d'en parler, on ne croyait pas. Aujourd'hui, on nous croit, je ne sais pas pourquoi, ça a changé entre-temps. Mais on a dû vraiment hurler que ça se passait, que c'est dangereux. Nous, encore, on est des adultes, mais les enfants, comment on peut accepter qu'on n'a pas le droit d'être dans la rue en Guadeloupe, enfin à Pointe-à-Pitre en tout cas. Et je pense que c'est quand même accentué encore plus pour les personnes, les jeunes femmes et mineures migrantes, parce que la question de la disponibilité, de comment on peut disposer des femmes, elle est accentuée à travers les origines, à travers un rapport de domination par les hommes sur ces femmes. Et donc, une des jeunes filles, une des enfants de 11 ans, elle est d'origine de la République dominicaine et directement étant associée à tu es de la République dominicaine, donc tu es à notre disposition. Et ça, elle le ressentait comme une grande violence. Et ça, par exemple, moi, je ne vais jamais le vivre. Je sais que je vais vivre des choses, mais je ne suis pas associée de la même manière qu'elle. Elle est associée, elle a cette conscience très tôt. Et cette violence, elle est importante aussi à préciser il y a des couches, en fait, selon plus tu es précaire, plus tu marches dans la rue parce que tu ne prends pas le bus, tu ne prends pas la voiture, donc tu prends le bus, donc tu peux vivre plus de violence. Quand tu es une femme en plus migrante, du fait de la xénophobie, tu vas vivre encore plus ces violences dans la rue. Donc c'est aussi important de prendre en compte les différents facteurs de ce rapport à cette violence. Voilà, cette violence, donc on souligne bien le fait qu'il y ait, je dirais même une violence intersectionnelle. C'est un mot qu'on aime bien, justement, pour expliquer qu'il y a différents facteurs croisés en fait qui vont accentuer en fait les discriminations et les violences qui sont subies par les femmes principalement. Donc le statut social, la classe sociale, mais aussi l'origine. Donc on voit certainement que c'est aussi attribué au fait que beaucoup de femmes migrantes d'origine dominicaine sont dans la conscience collective ou l'inconscient associé en fait à la prostitution, mais on en reviendra tout à l'heure. Donc on voit aussi que tout de même les Nations Unies en fait s'intéressent du coup au street harassment, donc en tout cas à créer des espaces safe, des espaces sécurisants et d'empuissancement en fait pour les jeunes filles et les femmes. On va voir justement une petite c'est une capture d'écran en fait du site des Nations Unies
qui montre justement cette volonté de mobiliser, de sensibiliser sur la création de ces espaces pour les femmes et les jeunes filles, pour qu'elles puissent avoir d'autres expériences en fait de l'espace public et contourner, on va dire, les violences sexuelles dans les espaces publics. Ça va, on va dire, des remarques qui ne sont pas consenties, aux gestes qui ne sont pas consentis, au viol, jusqu'au féminicide. Donc on voit quand même que c'est une question globale qui concerne tous les pays. Et donc on va voyager un peu à travers la Caraïbe et vous verrez qu'on va faire un peu les chaises musicales puisqu'on va accueillir, on va revoir tout à l'heure Aloha et Francisca et on va accueillir maintenant Darline qui va me rejoindre. On va parler en fait ensemble de la situation en Haïti à Port-au-Prince. Donc on aura 3 invités d'Haïti comme je l'ai précisé tout à l'heure. Nous avons d'abord Darline Gilles, donc, qui est comédienne, et je vais accueillir tout à l'heure Prisca et Gétro. Bonsoir Darline. Bonsoir Nefta. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Je m'appelle Darline Gilles, je suis haïtienne, je suis comédienne et dramaturge. Donc tu es en Guadeloupe depuis quelques jours, tu repars demain, mais tu es une femme qui se sent concernée par les problématiques qui touchent les femmes, chez toi, ailleurs, et des questions qui touchent l'intime. Hier, tu nous as présenté une pièce qui s'appelle Le journal d'une garce. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette figure de la garce? Je pense que ça a un lien aussi avec ce harcèlement dans l'espace public. Oui. En fait, j'ai constaté que depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, un peu, même dans des films, je vois des femmes qui se réapproprient de certains mots, par exemple bad bitch. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se revendiquent de ce mot-là avec fierté. Et moi, pendant un temps, j'ai subi des harcèlements moraux, pas mal de violences psychologiques. Et il y a cette insulte, garce, qui revenait beaucoup. Et j'ai décidé, comme ça me faisait mal, ça me blessait, j'ai décidé de prendre cette insulte pour moi, la donner une nouvelle définition, ma définition, et voilà. Et j'ai décidé que j'étais une garce. Donc, quelque part, c'est un peu comme... de Black Power, c'est un peu retourner en fait le stigmate et en faire quelque chose de positif. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a également? Est-ce que tu peux, donc tu as quitté Haïti il y a 3 ans, bon, on sait qu'il y a le Covid, il y a toutes sortes de... Voilà, qui nous a tous éparpillés, parfois éloignés de chez nous, et parfois rapprochés, ramenés à la maison. Mais donc tu as quitté Port-au-Prince il y a 3 ans. Il y a 3 ans, quel constat pouvais-tu faire justement de ta condition de femme dans l'espace public à Port-au-Prince? Il y a 3 ans, les femmes vivaient des situations de violence, de harcèlement de rue, comme un peu partout. Hein. Et c'est pour cela que nous avons... Oui, c'est pour cela que nous avons des mouvements de femmes, des organisations de femmes qui faisaient des événements pour sensibiliser autour du harcèlement des rues. Avec d'autres violences, hein, mais la rue a toujours été un espace de violence pour les femmes, aussi pour des marchandes qui se trouvaient dans la rue, c'était un espace de violence pour ces femmes-là. Et aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur avec la crise politique, parce qu'aujourd'hui, les rues, c'est devenu avec l'histoire le phénomène de balle Mahon. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu reçois une balle parce que tu n'es pas en sécurité, et c'est pour tout le monde, pas que pour les femmes, mais voilà. Aujourd'hui, la rue de Port-au-Prince ou d'autres villes est devenue une sorte de mangeuse d'hommes, mangeuse de femmes, mangeuse d'habitants, parce qu'il y a ce phénomène-là avec l'insécurité qui monte. Phénomène balle Mahon, la rue devient mangeuse d'êtres humains, d'Haïtiens. Et est-ce que donc ta famille, elle est encore en Haïti? Est-ce que tu as des retours justement quand tu parles des femmes
qui travaillent dans les rues, parce qu'il y a, il y a des, on va en parler tout à l'heure avec nos deux autres invités, il y a des femmes donc, qui sont travailleuses du sexe, mais il y a aussi des femmes qui sont marchandes, artisanes, voilà, qui travaillent dans l'espace public. Quelle forme de violence, en fait, on peut... il y a le harcèlement de rue, mais est-ce qu'elles sont raquettées, violées? Ben oui, il y a tout ça. Parfois, elles doivent payer leurs droits de rester dans cet espace-là. Cet espace qui est censé appartenir à tout le monde est contrôlé par un groupe de personnes. Et si une femme veut occuper cet espace-là, bien, elle doit payer. Et parfois, ça peut être violent. Le rapport de pouvoir peut être assez violent pour ces femmes-là. Donc, voilà. C'est pas simple. Mm-hmm. Alors, quel genre de stratégie on met en place, justement, quand on vit à Port-au-Prince, qu'on veut se déplacer? Moi, je suis allée à Port-au-Prince plusieurs fois, notamment pendant la crise Petro-Caribé pour un festival. Alors, j'ai beaucoup hésité. Il y a d'autres artistes qui disaient, oui, est-ce qu'on y va? On n'y va pas. Je me suis dit, on y va. Et ce qu'on pouvait constater, c'est que malgré, en fait, la violence qui sévissait dans l'espace public, le public était présent, les femmes étaient présentes. Donc, quelle stratégie on met en place quand on veut se déplacer de chez soi et traverser cet espace pour aller vers la culture, justement? Bon, moi, ce que j'admire chez nous, les Haïtiens, c'est, j'en discutais à Prisca tout à l'heure, et c'est la bravoure, en fait. Cette tendance à braver les dangers. Par exemple, on sait que parfois, il y a une activité au centre-ville, à Port-au-Prince, ou à l'Institut français, ou à la Focale, qui est un centre culturel. Et moi, j'habitais à Carrefour. Pour aller au centre-ville, il faut passer par Martissan, qui est une zone extrêmement violente. C'est la zone rouge, plus. Et pourtant... ça ne freinait personne, en fait. Et pour aller travailler, pareil, les gens qui habitent à Carrefour, ils prennent leur camionnette, le transport pour aller travailler. Mais bon, depuis 3 ans, ça a changé, parce que depuis que j'ai quitté Haïti, et comme je t'ai dit, ça a pris vraiment une autre intensité, une autre ampleur. Maintenant, on reste chez soi, ou parfois on ne peut pas rester chez soi, on doit se déplacer, on doit migrer pour aller ailleurs, pour être en sécurité. Ben, même là, on n'est pas en sécurité, enfin c'est... Ouais. Donc je vais inviter à nous rejoindre Prisca. Ensuite, on va recevoir Gétro. Prisca Claude Cadet, qui est formatrice, reste là Darling, qui est formatrice donc en droits humains. En santé et en droits humains. Bonsoir Prisca. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Darlene, ça va? Est-ce que tu peux te présenter Prisca rapidement? Je suis Prisca Claude Cadet, je suis formatrice en santé et je suis formatrice également en droits humains, et je suis une survivante de violences par les gangs. Violence par les gangs, par les hommes armés, la situation que l'on vit tous maintenant en Haïti. Et je suis membre fondateur d'une association appelée Association pour la réduction de la vulnérabilité en Haïti, AREV Haïti, qui est une association qui travaille avec les femmes chefs de famille monoparentales, les femmes professionnelles du sexe, les personnes membres de la communauté LGBTI. Et nous travaillons également dans les droits humains, dans la santé, la prévention de la violence basée sur le genre et dans l'humanitaire. Donc, Prisca, vous vivez en Haïti? Oui, je vis en Haïti. Là, vous êtes en déplacement. Vous étiez en déplacement pour votre travail, je suppose? Oui, je suis en déplacement pour le travail. Je suis venue pour participer au festival. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment actuellement ça se passe pour les femmes dans l'espace public? C'est-à-dire la même question que j'ai posée à Darlene, quelles sont les stratégies qu'on met en place quand on veut se déplacer à Port-au-Prince? Comme je l'avais dit à Darlene, je ne crois pas qu'il y a de stratégie. Étant donné qu'on doit sortir, on sort. On attend. C'est peut-être que chaque personne a son jour, chaque personne a son heure. De même que mon heure était arrivée, je ne sais pas si j'aurai encore une autre heure, mais on se déplace.
on est obligé de se déplacer parce qu'on doit aller pour prendre soin de sa famille, on doit aller travailler, on doit aller acheter au supermarché, etc. Et il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'approche. On sort tout simplement. On attend sa balle perdue, on attend le moment où on va se faire prendre. Parce que je viens de le mentionner tout à l'heure avec Darlene. Jeudi dernier, en sortant du bureau, j'ai vu une machine teintée en face de la porte du bureau. Je suis un peu paniquée. Et puis, à peu près à 20 mètres, j'ai vu une autre voiture avec des vitres teintées. Je me suis dit, ah bon, on va encore m'enlever. C'est ainsi qu'on vit. On n'y peut rien, malheureusement. Mais c'est le cas, donc il y a des hommes, des femmes qui se font violer, qui se font kidnapper, des hommes également. Des hommes également. Il n'y a pas une violence catégorisée. C'est peut-être que les violences faites sur les femmes ou bien les violences faites à l'égard des femmes sont beaucoup plus répertoriées, sont beaucoup plus identifiées. Les hommes, par peur ou bien par honte, ne veulent pas parler. Parce que je travaille également comme gestionnaire de cas. Je reçois beaucoup de femmes, beaucoup de survivantes de violences, mais les hommes ont souvent peur de parler. Yeah. Donc les femmes avec lesquelles vous travaillez, donc à Rêve Haïti. Comment est-ce qu'on les accompagne? Donc quand elles viennent justement vers l'association, comment ça se passe? Normalement, nous avons des travailleurs sociaux. Nous avons également des relais communautaires. Les relais communautaires font le lien avec les survivantes. Les survivantes savent où les rencontrer. Et qu'à travers des appels téléphoniques, on fait l'accompagnement psychosocial et de là étant, on fait le suivi des cas. On réfère les cas pour les suivis médicaux dans des institutions de santé et pour les suivis psychosociaux avancés dans des organisations de femmes. Et ces femmes-là, si elles veulent se faire accompagner pour des suivis juridiques, ce que dans la majorité des cas ces derniers temps, les femmes n'acceptent pas parce que les femmes connaissent. Les femmes connaissent leurs bourreaux, les femmes connaissent leurs survivants, leurs agresseurs et que c'est difficile. Donc en fait, elles connaissent leurs agresseurs parce que il faut savoir quand même que dans peut-être une grande majorité des cas, les cas de viol, etc., en général, ce sont des personnes de l'entourage proche parfois, oui, mais aussi peut-être du voisinage. Oui, du voisinage. Ouais. Donc en fait, elles ne veulent pas justement aller vers le juridique. On vit encore dans le quartier, on habite encore la zone, on connaît tous, par peur de se faire violenter encore une fois ou bien nos proches, etc. On est obligé de garder le silence ou bien on fait le strict minimum en ce qui a trait aux suivis médicaux et puis on s'arrête là. Par rapport au militantisme justement en Haïti, donc il y a des femmes en fait qui militent et qui performent aussi dans l'espace public. Donc là, je m'adresse à vous deux, à Darlene également. Par exemple, Néguès Marron, par exemple, que je suis sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'art justement face à cette violence dans les rues, dans l'espace public? Bon, je travaillais dans le temps avec Néguès Marron. Je donnais des formations également avec Pascal et les autres collègues de Néguès Marron. Et Néguès Marron, parmi tant d'autres organisations féministes qui travaillent en Haïti pour l'accompagnement ou bien des survivantes, et fait un travail assez intéressant dans l'accompagnement psychosocial ou dans le marrainage par rapport aux différents projets que Néguès Marron dispose. Mais je pense que maintenant, les différentes organisations ne peuvent pas gagner la rue pour faire passer des messages en ce qui a trait aux différents types de violences que subissent les femmes. C'est préférable que ces organisations-là travaillent dans leur structure et accompagnent les femmes. C'est comme si Néguès Marron dans le temps, ou les autres organisations féminines dans le temps qui parlaient à haute et intelligible voix, continuer à parler, continuer à sensibiliser, continuer à réclamer quelque chose de plus fort, quelque chose de plus poignant, je ne sais pas au juste, mais quelque chose de plus fort pour qu'ensemble on puisse voir comment freiner ou bien comment diminuer ou réduire ces violences que subissent ces femmes-là. Mais je crois que ça dépasse tout le monde. Oui, l'insécurité avec l'ampleur que ça a pris, c'est difficile
de sortir, d'être sur le terrain en fait, parce que les rues sont devenues un espace contrôlé par les gangs. C'est eux qui gèrent tout. Si tu sors à tes risques et périls. Et maintenant, moi, j'ai vu, en étant en dehors du pays, je vois toutes les difficultés que rencontrent ces organisations avec toute leur volonté de continuer leur militance. Mais parfois, on est obligé de... Bon, les gens, le public, a peur de sortir, d'aller dans des manifestations. Donc, ouais, ça se fait plutôt dans des espaces plus intimes maintenant. Ça reste plutôt dans une sphère plus privée parce que la sphère publique est de plus en plus inaccessible maintenant à cause de l'insécurité et de la crise politique. Alors, je vais inviter Gétro maintenant à nous rejoindre. Prisca reste là. On va accueillir Gétro. On va discuter justement de ce militantisme. Comment finalement vous êtes sur le terrain, comment vous arrivez malgré justement la violence et j'allais dire presque la confiscation de l'espace public, comment est-ce qu'on arrive justement à aider les femmes, parce que vous travaillez avec les femmes, les travailleuses du sexe, les personnes vivant avec le VIH, les personnes LGBT, etc. Comment est-ce qu'on arrive à travailler en Haïti actuellement et aider les personnes qui sont les plus vulnérables? Merci, bonsoir à tous et bonsoir Prisca. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Gétro. Donc je suis Gétro Charpentier, donc assistant conseiller technique prévention population clé et vulnérable pour la FOSREF en Haïti. Merci pour ta question Stéphanie. Donc je peux dire que avec ces différentes communautés que la FOSREF travaille, donc je peux dire qu'on intervient avec par rapport à différents projets qu'on a la FOSREF et quand on s'est rencontrés des cas de viol ou bien les femmes ou encore les hommes et il y a des relations sexuelles avec des hommes ou encore les transgenres, donc on les sensibilise premièrement et on les transmet soit au centre de FOSREF et pour les prises les sites de paix qui sont des sites de prise en charge et ou encore selon la gravité, donc on les transmet aussi dans les sites d'hébergement. Donc on a des sites de soutien, si je peux dire cela, donc des sites de soutien ou encore des sites d'hébergement, donc on les réfère au site d'hébergement et il y a des psychologues, des travailleurs sociaux donc, qui vont passer et pour les surmonter et encore de travail avec eux sur l'éducation thérapeutique ou l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire c'est un appui psychosocial individualisé soutenu. Je ne sais pas si tu permets, Gétro, parce que j'ai longtemps travaillé avec les professionnels du sexe et les LGBT également avec la FOSREF. Et normalement, nous utilisons la stratégie de péréducation. Même avec les violences qui se font sur le terrain, étant donné que nous utilisons la stratégie de péréducation, et nous avons des professionnels du sexe, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui vivent ces quartiers, entre guillemets, ces quartiers difficiles ces derniers temps, et que lorsque les cas lorsqu'il y a des cas sur le terrain, ces personnes qui vivent sur le terrain peuvent d'abord contacter la survivante ou le survivant et puis assurer le suivi par rapport au circuit de référencement, faire une première sensibilisation et accompagner dans nos centres, c'est-à-dire dans les différents centres de prestation de services de FOSREF pour qu'on puisse assurer la prise en charge médicale et la prise en charge psychosociale. Comment est-ce que vous obtenez, parce que de l'extérieur, évidemment, on a très très peu d'informations, peut-être davantage sur les réseaux que dans la presse. Comment est-ce que vous obtenez les moyens, en fait, financiers, humains? Je suppose que vous avez des militants quand même haïtiens, mais est-ce que vous travaillez avec les missionnaires étrangers, les organisations humanitaires, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a un réseau, est-ce que vous travaillez avec eux, est-ce que le gouvernement haïtien, enfin le gouvernement qui est fragile actuellement, mais est-ce que vous avez des aides du gouvernement? Je peux plus qu'un peu compléter pour nous, donc je peux dire que la FOSREF directement c'est une ONG non gouvernementale
à but non lucratif et la FOSREF aussi vit par des bailleurs de fonds. Donc on reçoit des projets avec des bailleurs de fonds et à partir de ces projets-là, donc on aide les associations qui sont des partenaires directs de la FOSREF et on aide aussi les gens de la communauté. Ok. Moi, je crois que tu as tout dit, Gétro, mais de notre côté à Rêve Haïti, nous n'avons pas de très grands bailleurs, mais parfois la FOSREF comme institution qui accompagne la majorité partie. Dans la majeure partie des cas, les associations communautaires de base des organisations accompagnent également Rêve Haïti et nous avons d'autres supporters, d'autres organisations qui ont l'habitude de nous supporter financièrement. Est-ce que la diaspora s'implique? Non? Oh non. Non? Non. C'est une bonne question. Dans la diaspora, le gouvernement ne s'implique pas ainsi à très aux différents fonds qu'on utilise pour les activités ou bien pour l'accompagnement de la communauté. Comment ça se passe pour... parce qu'on a parlé tout à l'heure du harcèlement de rue qui concerne beaucoup les jeunes filles, les adolescentes. Comment ça se passe pour les enfants, en fait? Parce qu'on a parlé des femmes, des travailleuses du sexe, mais les personnes mineures en Haïti, les enfants, les jeunes filles, est-ce qu'elles sont aussi, je ne dirais pas plus, ou aussi victimes? Est-ce que vous accompagnez aussi des mineurs? Oui, au niveau de la FOSREF, on accompagnait les filles qui sont victimes de violences. Okay, les filles qui sont victimes de violences aussi. Donc on les accompagne et je peux dire qu'avec nos différents projets qu'on a, et on a fait premièrement des sensibilisations pour les filles parce que l'éducation c'est la base d'une société. Donc c'est pour cela donc on fait des sensibilisations premièrement dans les communautés, donc avec les jeunes filles sur l'estime de soi, éducation corporelle et bonnes décisions de les aider à prendre des bonnes décisions. Et il y a une rubrique qui est très importante, c'est la parentalité. La parentalité, c'est une rubrique qu'on fait avec les enfants et les parents, donc on les aide, c'est-à-dire au niveau de la sensibilisation, il est dans la qualité de privilégier la qualité de service qu'on donne au niveau des sites de la FOSREF et on les réfère aussi au site pour qu'on fait des suivis médicaux. D'accord, merci Gétro. Et je peux dire que dans le temps, la FOSREF avait un projet, c'est le projet Dreams qui faisait l'identification des cas de violence basés sur le genre, sur les mineurs. C'est un projet travaillant avec les jeunes. Nous avons pu répertorier plusieurs cas de violence. Et ces derniers temps, comme gestionnaire de cas, je ne peux vraiment pas avancer parce que il y a une augmentation assez et il y a une forte augmentation des cas de violence sur les mineurs. Moi, j'accompagne des filles de 10 ans, j'accompagne des filles de 12 ans. Il y a également des petits garçons qui se font violer ou qui sont avec le phénomène des hommes armés, où ces petits enfants-là se voient, c'est comme si obligés d'être enrôlés dans ces différentes bandes pour avancer. Mais les violences sur les mineurs, ça se font et ces cas sont là. Donc en Haïti, actuellement, il y a un peu le même phénomène qu'on retrouvait dans certains pays africains avec les enfants soldats, entre guillemets. C'est-à-dire que les enfants les jeunes garçons rentrent dans ces organisations. Parfois, oui. D'accord. Donc on a parlé justement, on va finir sur les travailleuses du sexe, justement, parce que donc il y a des femmes qui travaillent dans l'espace public. Actuellement, justement, les travailleuses du sexe en Haïti, comment est-ce qu'elles travaillent toujours? Enfin, je suppose que c'est plus compliqué, vu les circonstances. Normalement, si on prend les travailleuses du sexe qui fonctionnent dans des bordels, dans des maisons de passe, c'est plus facile au moins. Mais il y a un certain ralenti depuis avec la pandémie de Covid, il y a un certain ralenti. Mais avec ce phénomène-là, ou bien avec l'augmentation des cas de violence, c'est comme si on trouve peu de trotteuses. Et moi, étant donné que je ne fais plus de virée nocturne, et il y a une activité qu'on a l'habitude de réaliser qui c'est les virées nocturnes, où on rencontre les professionnels du sexe les soirs dans leur lieu de travail, etc. Et
ces derniers temps, lorsqu'on passe vers les 4 heures, vers les 5 heures, c'est-à-dire 16 heures, 15 heures, 17 heures, on trouve les prostituées qui sont... C'est comme si elles se donnent une heure. À partir de 6h30, 7h, on ne va plus trouver de professionnels du sexe qui font le trottoir parce que l'insécurité est vraiment galopante. On n'a pas une vie sociale en plein jour. Encore pire. Au cours de la soirée, c'est encore pire. Yeah. Je comprends. Donc on va faire encore les chaises musicales. Donc vous voyez bien que quand on parle de ces violences dans l'espace public, on va accueillir de nouveau Aloha et Francisca pour revenir justement sur la Guadeloupe. Donc les violences en fait dans l'espace public. Les violences dans l'espace public sont tout un spectre en fait du harcèlement de rue, le fait d'être suivi, le fait d'être les attouchements, mais également pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui travaillent en fait dans l'espace public, qu'elles soient prostituées, qu'elles soient marchandes, qu'elles soient commerçantes. Donc elles sont justement confrontées en fait à ces violences, tout un spectre. Donc qui ne sont pas moins importantes, je ne sais pas qu'il y en a qui sont moins importantes, mais il y a, on va dire, il y en a qui sont beaucoup plus violentes. Le viol, même le fait d'être captif d'un système aussi de prédation finalement. Donc comment ça se passe en Guadeloupe justement? Vous qui travaillez à Carénage, vous rencontrez ces femmes, vous échangez avec elles. Comment ça se passe? Donc on va voir justement une photo et puis on va voir rapidement une petite vidéo, un extrait du documentaire qui a été réalisé par Sophie Lehir, photographe française vivant à Dakar. Donc elle a fait tout un travail sur le harcèlement de rue à Dakar. Elle a interrogé plus de 300 femmes, aidée en cela par une sociologue, également une urbaniste qui s'est spécialisée sur les questions de genre. Et donc, le constat est sans appel. 98% des femmes interrogées à Dakar rapportent justement des faits de violence dans ces espaces publics, notamment de harcèlement. Donc, on regarde justement cette petite vidéo et on revient avec nos invités. Je suis Sophie Lehir, artiste pluridisciplinaire et je suis donc à l'origine du projet Territoire. Territoire, c'est une création artistique et un laboratoire collectif de recherche autour du harcèlement de rue des femmes dans la ville de Dakar. Pour moi, l'harcèlement de rue, c'est des micro-agressions qui sont menées au quotidien, qui sont normalisées, qui sont consenties par l'espace public et collectif, mais qui ne sont pas consenties par la personne qui subit ces violences. C'est l'effacement, c'est le silence, c'est la peur, c'est l'internalisation d'une violence qui impacte les corps, les esprits, de manière physique, psychique et émotionnelle. À partir du moment où une femme dit non, n'a pas envie de répondre, elle a le droit, n'a pas envie de s'arrêter, elle a le droit, c'est le consentement. Et du moment où ce n'est pas respecté, là on rentre effectivement dans la notion de harcèlement. On peut poser ce mot. La notion de territoire me fait penser aussi à cette métaphore avec le monde animal, parce que une espèce doit en fait créer son propre territoire, en tout cas le gagner, puis le défendre, pour pouvoir assurer deux fonctions essentielles, survivre et se reproduire. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant de penser à ce monde sauvage qui me faisait penser à cet espace public, urbain, dans lequel en fait tout peut advenir et quelque part où commence l'intime, où commence l'extime, où s'arrête le consentement et où commence le harcèlement. Et ça aussi c'est une question de territoire. Ce qui fait traumatisme, c'est vraiment la répétition. À terme, c'est l'évitement, la peur, la méfiance, et jusqu'à en arriver parfois à l'anxiété sociale, c'est-à-dire toute situation où elle va être confrontée à des hommes, finalement elle va être en retrait, elle va avoir peur. Donc nous voilà revenus sur le plateau. Donc dans cet extrait, donc les femmes qui témoignent parlent, donc on va évoquer quelques concepts, le consentement. Elle disait quelle est la frontière entre le consentement et le harcèlement.
Elle parlait aussi du concept de territoire. Sophie Lehir disait, mais elle comparait, bon, nous sommes des mammifères en même temps, elle comparait justement cette notion du territoire qui l'avait beaucoup inspirée, c'est-à-dire les animaux qui doivent, on va dire, déterminer ou circonscrire leur territoire, le défendre, le gagner. Et comment finalement elle rapportait ça au fait que les femmes devaient aussi conquérir en fait cet espace public comme un territoire qui a priori n'est pas le leur. On parlait également justement de ces violences que les femmes vivent, qui sont hyper sollicitées dans l'espace public, etc. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de cette question du territoire justement à Pointe-à-Pitre? Alors, c'est vraiment une question qui parle très bien à Pointe-à-Pitre parce que nous, on travaille sur la mémoire des aînés et on peut affirmer que lorsqu'on interroge des aînés sur leur rapport à leur ville, ils ne parlent pas de la ville dans l'ensemble, ils parlent de leur quartier. Donc, il y a un rapport très encadré à des secteurs par chaque habitant et un rapport d'expérience ou d'expertise en lien avec ce quartier. Donc, globalement, pour tous les Pointois, que ce soit les aînés, les adultes, les enfants, il y a un rapport fort et amoureux et passionnel, hein, mais passionnel dans le sens où on peut détester son propre quartier, qui existe. Et c'est accentué chez les femmes, hein, dans le sens où forcément, il y a des stratégies vis-à-vis de chaque quartier. Hein. Il y a des quartiers qui sont dits plus dangereux que d'autres, des quartiers qui, selon si on est une mère, une femme âgée ou une jeune, on peut être perçu différemment. Des quartiers qui sont des quartiers passants, où ce ne sont pas des quartiers où les femmes, où les gens vivent même, de moins en moins, en tout cas à Pointe-à-Pitre, hein, où c'est plus des quartiers commerciaux. Donc il y a vraiment plein d'enjeux et de problématiques en lien avec les quartiers. Il y a quelque chose qui nous marque beaucoup, c'est des fois la difficulté à se déplacer vers un autre quartier. C'est-à-dire pour aller faire des démarches, par exemple, qui est en relation avec un sentiment d'insécurité. Parce qu'au final, dans notre quartier, en dépit des violences qui peuvent y coexister, on se sent en sécurité. On s'entraide, il y a une entraide entre les femmes, mais aussi entre les familles, avec les commerçants. Et aller dans un autre quartier, c'est potentiellement vivre des violences qu'on a déjà vécues, qui ont déjà participé à un traumatisme. Donc il y a tout un travail à faire pour se déplacer de ce quartier et qui participe à ce que le quartier soit un peu tout, soit l'espace de loisirs, l'espace de travail, l'espace d'échanges commerciaux. C'est un mélange des fois sur un quartier qui est extrêmement petit. Et d'ailleurs, en parlant des aînés, les histoires racontées par les femmes, la mémoire des femmes et la mémoire des hommes, elle est vraiment différente. Donc c'est presque comme raconter deux villes différentes selon le genre. Donc il y a vraiment cette notion de genre dans le territoire, sans aucun doute. Et donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple d'anecdote, par exemple, sur ce territoire au masculin et ce territoire au féminin? Alors, une de nos préférées, c'est que la place La Victoire était le lieu de flirt pour les femmes. Donc elles allaient souvent en groupe et elles regardaient les garçons et elles flirtaient, selon leur dire, sur la place La Victoire. Elles flirtaient en cachette. En cachette, évidemment. Par contre, les hommes, absolument pas. Pourquoi la place La Victoire? Mais non, on flirte partout. Donc... Rien que ça montre bien quelle est la liberté qu'on peut ressentir en tant qu'homme à Pointe-à-Pitre, bon, à l'époque, mais je suis persuadée que c'est toujours le cas, comparé aux femmes. Donc, évidemment, on a fait un parcours. Hein, là, on parle quand même des témoignages, des fois, d'il y a 60, 70 ans. Mais effectivement, même dans le discours, même entre les filles et les garçons, ce n'est pas la même ville. Et en vrai, tandis que nous, on va, par exemple, moi, me citer, déjà, je ne comprends absolument pas l'intérêt de faire ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je suis censée faire quand on me cite. Mais c'est presque comme assumer pour les garçons que c'est pour les deux, hein, qu'on va recevoir des psites en tant que femme et qu'on va citer, mais ça devient presque un geste... sans sens en fait, même pour eux au final. Et puis il y a quelque chose aussi entre l'espace de jour et l'espace nocturne. C'est-à-dire que l'espace nocturne, encore aujourd'hui, c'est-à-dire de manière moderne, les femmes ne l'occupent pas. Elles rentrent à partir de 18h, 19h, la plupart en tout cas, et n'occupent pas l'espace nocturne, alors que les hommes peuvent nous témoigner, que ce soit les aînés mais les plus jeunes, leur expérience
totalement normalisé. Ah oui, j'étais allée acheter du lait à 21h, j'ai vu telle chose. Pas forcément, je ne suis pas en train de parler dans le cadre de la criminalité et tout. Je parle de l'espace habituel de nuit n'est pas habité traditionnellement par les femmes pointoises. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement des femmes qui vivent de la prostitution en Guadeloupe, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues aussi sur ces femmes. Beaucoup de personnes pensent qu'elles arrivent, qu'elles ce sont des femmes, je ne sais pas, qui a un aspect peut-être un peu ludique ou jouissif de cette condition de travailleuse du sexe. Que quelque part, il y a aussi, je dirais, une espèce de chasse à l'homme, entre guillemets, pour les papiers. Enfin, il y a tout un tas d'idées, de préjugés, de stéréotypes, de constructions sur ces femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de votre expérience, des femmes que vous rencontrez ? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas dire grande chose, parce qu'il n'y a pas de chiffres en Guadeloupe. C'est-à-dire, on sait tous à peu près les endroits où on va trouver plus facilement des prostituées, des travailleuses du sexe. Mais en soi, on ne sait pas combien, on ne sait pas dans quelles conditions elles vivent. Donc, ce qu'on peut dire, nous, c'est sur notre expérience très, très localisée dans notre espace de jour, hein, parce que nous, on n'est pas ouverte la nuit. Et du coup, aujourd'hui, nous avons pas mal de femmes qui viennent nous voir. Donc, ça reste quand même une expérience informée. Donc, nous sommes dans notre quartier, en tout cas, sur une population majoritairement migrante originaire de la République dominicaine. Ce sont des femmes avec un certain âge, en tout cas de jour. Évidemment, la nuit, c'est pas la même réalité. Ce sont des femmes qu'on aime en vrai, hein. Ce sont des femmes qui nous racontent leurs histoires, qui ont des difficultés, souvent avec très peu d'opportunités de formation en grandissant, donc avec des niveaux d'études très bas, ce qui contribue énormément à leur vulnérabilité. Je sais pas. Il y a vraiment toute une fantasmagorie autour de la prostitution en Guadeloupe, déjà, et à Pointe-à-Pitre. Déjà, une fantasmagorie qui situe la prostitution comme quelque chose de moderne, comme quelque chose qui a participé au déclin de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est à cause de ces femmes monstrueuses qui ont participé à ce qu'on ne se sent plus à l'aise. Alors déjà, quand on écoute les témoignages de nos aînés, la prostitution, elle existait déjà à Pointe-à-Pitre. Il y avait des maisons closes, quand ils recevaient leur paye à la semaine ou à la quinzaine. C'est très très clair, on allait voir des prostituées. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et on sait tous et toutes que ça fait partie de ce proverbe. La prostitution, c'est un des plus vieux métiers du monde. Ça existait avant. Deuxièmement, il y a cette monstruosité qui participe à leur retirer des visages à ces femmes. Comme elles sont responsables d'actes, elles n'existent plus par elles-mêmes, elles ne peuvent pas avoir des caractères, des choses qui les rendent individus, pas de manière collective comme des groupes, parce qu'à vrai dire, la prostitution, comme Francisca l'a déjà noté, c'est assez varié. Il y a des femmes qui se prostituent de jour, qui correspondent à une typologie. Il y a des femmes qui viennent dans le cadre de trafic, donc d'exploitation. Il y a des femmes qui se prostituent par elles-mêmes, par dépit aussi, par rapport à comment on intègre les étrangères, les femmes étrangères en Guadeloupe. C'est-à-dire que nous, invariablement, peu importe le métier, c'est pas relié à la prostitution. À partir du moment où on a un accent espagnol en Guadeloupe, on va avoir des difficultés. Et ça, c'est vraiment toutes les femmes migrantes avec un accent espagnol nous racontent cette histoire, de ne pas être reçues à certains endroits, d'entendre souvent qu'elles doivent rentrer chez elles. Donc déjà, le fait d'avoir un accent, même quand on veut tout bien faire, on veut trouver un emploi, on veut vraiment être dans les clous, souvent, ça fait qu'on n'a pas les opportunités. Nous, on a aussi des femmes qui ont longuement pensé à rentrer dans la prostitution, justement à cause de cette impossibilité d'avancer dans leur vie. On imagine bien que la plupart des gens n'immigrent pas parce qu'ils ont envie de sortir de leur pays qu'ils aiment. Surtout qu'il faut savoir qu'on en arrive en France. Déjà, si on arrive sans papier, on va, en moyenne, en tout cas dans notre local, notre expérience, c'est qu'on va prendre à peu près 13 ans avant d'avoir l'RSA. Contrairement à tous les préjugés qu'on imagine, qu'on arrive, on a l'RSA. En fait, non. Déjà, il faut attendre la régularisation qui prend
au moins 6 ans. 6 ans, c'est plutôt positif, selon notre expérience. Et après, il faut avoir 5 titres de séjour avant de pouvoir avoir les aides. Donc, avant ça, comment on va nourrir nos enfants? Comment on va manger? Comment on va se loger? Et donc, effectivement, on accompagne des femmes qui, clairement, la prostitution, elle est à un pas pour qu'elles puissent survivre. Ce n'est pas vraiment une question de goût du tout, aucune envie de le faire. Et il faut savoir aussi que, en tout cas, celles avec qui on est plus en contact, elles gagnent très très peu d'argent. Là, par exemple, on parle quand même de 50 € par semaine. C'est pas non plus, on ne devient pas très très riche, en tout cas le jour. C'est vraiment très différent. Les expériences, elles peuvent être très différentes, mais la nôtre, c'est que les femmes qui travaillent à carénage, elles gagnent très très peu d'argent. Donc, c'est vraiment une question de pouvoir exister. Et en fait, au final, ce que je ressens, c'est que des fois, la seule manière pour qu'elles puissent exister en Guadeloupe, c'est de faire ça. Donc, c'est pas un choix. Et puis, vous me disiez aussi qu'elles ne sont pas, parce que c'est les Dominicaines, mais elles sont originaires de différents pays, en fait, de la Caraïbe et des Amériques hispanophones. Mais en tout cas, voilà. Et même ça, c'est déjà une expérience très différente. C'est pas la même expérience quand on est dans une dictature, quand on est dans un pays où on fuit une précarité économique. Voilà, c'est vraiment, chacune va avoir une histoire très particulière. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité guadeloupéenne aussi dans la manière dont on va exploiter en fait ces femmes, dans la manière par exemple où on va demander des loyers extrêmement élevés en sachant que ce sont des étrangers et donc ils n'ont pas le choix et donc ils vont payer des loyers mais hallucinants pour la qualité du logement, qui participent à créer en fait, à créer des lacunes au niveau du budget et qui participent à aller vers ce métier. Et même à les garder dans ce métier. Exactement. Là où elles voudraient peut-être en sortir. Exactement. La violence aussi des hommes guadeloupéens qui vont participer à créer des violences administratives en jouant sur la question du fameux papier qui, soi-disant, participerait à la libération alors que pour se marier avant de pouvoir accéder Avant d'avoir le titre de séjour relié au mariage, il faut être ensemble pendant 5 ans. Donc, encore une fois, c'est pas... C'est vraiment un parcours, il y a des contrôles, c'est pas du tout quelque chose de simple. Même si on se marie pour le titre, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais même si on se marie, tout ce qu'il faut faire, tout le parcours de la combattante, entre guillemets, ou du combattant, oui, évidemment. Parce que même, on ne peut pas penser qu'en France, ce soit si facile quand, par exemple, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a énormément de contrôles. Même quand on vient d'un pays européen, on se marie avec un Américain, il y a des contrôles pour savoir si c'est pas pour des papiers, etc., etc. Donc on imagine bien, effectivement, que ce soit aussi très compliqué d'obtenir des papiers pour être en situation régulière, permanente, en fait, dans un territoire français. Et puis les lois ne cessent aussi d'être contre elles, c'est-à-dire que là récemment c'est passé de manière très discrète, l'AMU, donc l'aide médicale, l'AME, l'aide médicale pour les étrangers, a été supprimée et on a mis en place une AMU, une aide médicale pour les urgences. Ça veut dire que si tu es étranger, que tu n'as pas de papier, tu ne peux pas aller te faire soigner. Et donc, il y a plein de petites lois qui passent et qui participent à toute une violence, à des grandes difficultés, en fait, pour ces femmes, mais aussi pour ces hommes. Là, globalement, en fait, chaque personne migrante qui arrive sur le territoire vit d'extrêmes difficultés, vit de grandes souffrances et vont être souvent exploitées par des patrons qui vont jouer sur le fait qu'ils n'ont pas de papier, vont pas payer pendant 2 mois, 3 mois. C'est extrêmement difficile, en sachant que ce sont des métiers aussi souvent que les Guadeloupéens ne veulent pas forcément faire. Donc il y a une responsabilité collective. Et là, et on sait que ces personnes-là se retrouvent du coup au coin de rue ou dans la rue, soit pour chercher du travail, qui attendent trouver un travail, ou travaillent dans la rue, ou travaillent en fait avec ce qu'elles ou ils peuvent trouver, quoi. Oui, en sachant que c'est le Guadeloupéen lambda qui va voir la prostituée. S'il y a autant de prostituées, c'est qu'il y a des Guadeloupéens qui vont voir ces prostituées. Ça aussi, et qui ont des moyens et qui vont en fait, qui viennent dans les quartiers, on les voit. C'est pas forcément aussi ce migrant, ces personnes qui n'ont pas les moyens qui voient les prostituées. Donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour aller vers une conclusion finalement de ces violences? Parce qu'on a parlé un peu des jeunes que vous voyez, on a parlé jusqu'aux femmes prostituées, donc on voit quand même qu'il y a un spectre de violence qu'on vit dans l'espace public. L'idée n'est pas évidemment de
de stigmatiser tous les hommes, ni même de stigmatiser toutes les femmes, parce qu'on sait très bien que les expériences sont au cas par cas, sont singulières. Toutefois, je pense qu'il est assez frappant de constater que, je pense, 90% des femmes pourraient, en tout cas, témoigner du fait qu'elles vivent ce genre d'expérience dans l'espace public. En toute honnêteté, l'ouverture de cet espace, il a vraiment changé la manière comment je vois le monde, parce que je sais pas, je me disais, j'ai pas beaucoup de choses en commun avec une travailleuse du sexe, mais finalement, en fait, c'est très, ça se ressent. Enfin, elles vivent beaucoup plus de violence. Hein, je dis pas qu'on vit la même quantité, mais les expériences, elles se ressemblent tellement. Et que du coup finalement je pense que c'est quand même je pense qu'on a beaucoup on est beaucoup de femmes à avoir ce type d'expérience, et en plus on n'a même pas parlé, mais on a aussi des aînés qui vivent de la violence qu'on ne peut pas nommer en fait. Pour moi c'est encore un autre. Oui, c'est innommable. Donc, mais on entend quelques cas, je veux dire, de manière assez sporadique comme ça, parfois une fois des femmes âgées qui sont victimes de violences sexuelles par exemple. Mais justement, chez nous, c'est incroyable. Peu importe l'âge, peu importe le métier, peu importe l'origine, les femmes, elles nous racontent leurs histoires, la violence qu'elles vivent, puisqu'on fait de l'aide administrative, donc on est forcément dans des choses intimes, et la parole, elle se libère, et j'ai l'impression que c'est vraiment transversal à toutes les femmes. Et du coup, je pense que les solutions, en tout cas, sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'on soit guadeloupéen ou pas, c'est déjà s'appuyer sur les associations, mettre en place des actions pédagogiques autour du consentement auprès des enfants, autour du rapport à l'espace public, se mobiliser aussi en tant que femme ou homme quand on voit quelqu'un en train de vivre une violence dans l'espace, et être en capacité d'aller dire stop, de ne pas rester à côté et de ne rien faire. Et puis, nous, on essaie de mettre en place des missions. Oui, justement, donc à notre échelle aujourd'hui, donc par rapport même au manque de chiffres, tout ça, nous sommes en train de mettre un projet d'accompagnement à la sortie de prostitution avec la Croix-Rouge et la préfecture, et évidemment d'autres acteurs. Donc d'ailleurs, s'il y a d'autres associations qui souhaitent s'investir en groupe, en travailler ensemble dans ce sens-là, nous sommes ouvertes, on peut nous contacter, on sera vraiment très contente. Et du coup, on a 2 projets. Donc celui-là, vraiment de commencer à penser la problématique de manière systémique. Et un deuxième, c'est expérimental, là c'est plus l'association Ilia. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'accompagner à la transition tout en montrant des nouveaux métiers en douceur, qu'elles puissent découvrir aussi qu'est-ce qui est le monde associatif. Donc, nous avons quand même des pistes. Cela dit, c'est un long chemin. C'est vraiment un long chemin. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur des associations en Martinique, par exemple, qui fonctionnent bien. Donc, on n'est pas isolé dans notre cette expérience. Exactement. Donc voilà, nous étions donc avec Aloha et Francisca de l'association Ilia, qui est donc sise à la rue Raspail, donc la rue Raspail à Pointe-à-Pitre à Carénage. Je vous invite donc à aller les rencontrer si vous avez ces problématiques, mais aussi simplement à découvrir leur travail, à faire des dons, parce qu'on peut faire aussi des dons pour les aider à accomplir ces missions. Donc la conclusion de cette émission, elle sera simple. Je crois qu'il est assez clair que le civisme qu'on nous enseignait inclut indubitablement en fait le respect en fait du corps de l'autre dans l'espace public, notamment du corps des femmes, des jeunes filles, parce que finalement la violence dans la rue, nous sommes toutes sujettes en fait, que vous soyez parents, père, mère, il y a quand même une conscience. Nous savons d'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, il y a une conscience justement de cette violence qui peut exister à l'égard de nos enfants, des choses qu'on tait en général, mais qu'on sait. Donc l'objectif étant finalement d'aller vers plus de civisme, vers plus d'équité dans cet espace qu'on traverse par nécessité pour aller travailler, pour se construire, pour partager, etc. Et donc l'idée... c'est aussi de se rendre compte qu'il y a des femmes, des personnes même, parce qu'on peut inclure les hommes dans certains cas, qui sont captifs ou captives en fait, de cet espace public, de la rue, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait, que de vivre d'expédients ou de métiers dont personne ne veut.
pour surmonter peut-être ou pas, ou surnager en tout cas dans un système économique, politique, géopolitique même qui aura tendance à les assujettir en fait à de la prédation, de la violence. Et donc voilà, avec beaucoup plus de bienveillance, peut-être regarder aussi ces femmes qui arrivent chez nous et qui certainement, je pense que personne n'a envie de vivre finalement dans cette violence. Et je pense que chacun a envie simplement d'aller mieux, d'aller vers un meilleur dans sa vie. Donc on va remercier nos invités. Je remercie donc Aloha, Francisca de l'association Ilia. On remercie Darline Gilles, également Prisca, Claude Cadet et Gétro Charpentier qui sont venus d'Haïti, de France, pour nous parler en fait de la situation en Haïti. Tout ça pour nous permettre d'être plus clairvoyantes et plus clairvoyants sur ce que nous vivons chez nous, dans la Caraïbe, dans les Caraïbes, parce que voilà, voir midi à sa porte, mais aussi peut-être avoir un regard plus relatif en fait sur ce qu'on vit, parce que voilà, on ne vit pas tous les mêmes violences, mais quand même, en espérant que ça vous aura fait réfléchir et peut-être que messieurs, vous aurez un autre regard sur les jeunes filles demain, en ayant conscience que ça a un impact en fait sur leur santé mentale, sur leur équilibre et même, je dirais, sur leur rapport à l'homme dans leur vie future de femme. Voilà. Donc on vous remercie, c'était Tanama, offert par Amalgame Humaniste ce soir. Nous sommes à la galerie L'Art sans Mêle et on vous invite encore jusqu'au 30 à venir voir cette expo que vous voyez derrière moi, derrière nos invités. Donc c'est jusqu'au 30 mars et donc ce sera ce magazine qui est dédié justement aux cris de femmes. Vous avez entendu les femmes crier ce soir, en tout cas pas de désespoir mais plutôt d'espérance que demain, comme on dit, il fera jour, il fera encore plus jour. Voilà. Bonne soirée.